Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent sur une tendance neutre. Depuis quelques jours maintenant, se stabilisent autour de 6500 points pour le CAC 40 qui est en légère progression à mi-séance. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Le fait marquant de la journée pour les investisseurs sera la publication en début d'après-midi du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis après la déception qu'on a pu connaître sur les créations d'emplois dans le secteur privé qui ont été livrées par le cabinet ADP cette semaine, 128 000 contre 300 000 attendus. On verra ce que nous réserve le chiffre global tout à l'heure du marché du travail américain. Les économistes attendent en moyenne un chiffre de création d'emplois qui sera autour de 300 000 pour le mois de mai et un taux de chômage qui restera sur ses plus bas historiques à 3,5%. C'est en tout cas ce qu'attend le consensus des économistes. Réponse à 14h30 tout à l'heure. Et puis on suivra bien sûr la réaction de marché avec des marchés qui s'inquiètent un jour de l'inflation persistante et qui continue d'augmenter et de l'autre jour qui peuvent s'inquiéter effectivement des effets récessifs désormais de cette inflation sur la dynamique de croissance future. L'équilibre donc sur les marchés. Nous parlerons d'immobilier dans cette demi-heure d'émission. Est-ce le début d'un retour en grâce pour l'immobilier de bureau, pour l'immobilier de commerce? On a pu voir quelques transactions alors sur des segments d'ultra premium, voire de prestige, qui affichent des prix relativement élevés, et je le dis avec beaucoup d'euphémismes. Nous en parlerons avec Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, qui sera avec nous en plateau, et nous reviendrons également sur les marchés financiers avec François Jubin, le président de Wise AM. Est-ce le moment de prendre des décisions d'investissement stratégiques? Est-ce que le pessimisme ambiant est suffisant pour prendre des décisions d'investissement aujourd'hui? C'est parfois dans ces phases de pessimisme qu'on peut prendre des décisions d'investissement qui s'avèrent intéressantes pour l'avenir. Nous en parlerons donc dans cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance en Europe avec une tendance légèrement positive à la Bourse de Paris. C'est avec Alix Nguyen. Le CAC est en légère hausse à la mi-journée. Pour rappel, la place londonienne est fermée à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II. L'indice parisien trouve en soutien le net rebond de Wall Street hier, elle-même portée par l'enquête ADP faisant état de 128 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain en mai, soit le chiffre le plus faible depuis avril 2020. Mais s'il s'agit d'un chiffre décevant en soi, il laisse aussi espérer que la Fed pourrait faire montre de moins d'agressivité quant au resserrement de sa politique monétaire. Les valeurs technologiques ont en tout cas su accueillir l'information, entraînant un rebond du Nasdaq. On retient aussi une nette progression du Dow Jones et le S&P 500. À noter que cet après-midi sera publié le rapport sur l'emploi de mai aux États-Unis. Le baril de Brent recule encore, ce qui ne l'empêche pas de s'orienter vers une 6e semaine de hausse consécutive. L'OPEP+ a annoncé hier une augmentation de près de 50% de sa production à 648 000 barils par jour en juillet et en août. Aux valeurs, Aperam progresse. Le spécialiste de l'acier confirme être entré en discussion avec son concurrent espagnol Acerinox en vue d'un éventuel rapprochement. L'agence Bloomberg, qui a fait état de contacts entre les deux groupes, indique par ailleurs qu'un éventuel mariage nécessiterait l'accord de la famille Mittal, celle-ci détenant 40% d'Aperam. Il s'agirait aussi d'obtenir le go de la famille March, première actionnaire d'Acerinox avec 18% de parts. À Madrid, Acerinox est suspendu de cotation. Sanofi et EuroAPI voient vert également dans le sillage du stock 600 de la santé, ou la meilleure performance sectorielle en Europe. Et puis Faurecia recule. L'équipementier automobile annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 705 millions d'euros, destinée à refinancer une partie du rachat de l'allemand Hella. Faurecia émettra un total de 45,5 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 15,5 €, soit une décote d'environ 39% par rapport au cours de clôture hier. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le vendredi, nous parlons des
enjeux patrimoniaux. Et quand on parle de patrimoine en France, l'immobilier a évidemment une place prépondérante. Nous en parlons avec Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Le sujet spécifique du jour que l'on traite avec vous, Jean-Marc, c'est alors les segments d'immobilier de commerce et de bureaux, avec une question, celle d'un retour en grâce, point d'interrogation de ces deux segments immobiliers, alors qui sont évidemment des segments d'investissement immobilier pour beaucoup d'épargnants. Pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée aujourd'hui, Jean-Marc ? Je pense qu'elle mérite d'être posée parce qu'on a connu plein de choses depuis 2 ans. On a pensé que le commerce était mort pour plein de raisons, le e-commerce, mais aussi les fermetures administratives quand il y a des pandémies. Et s'agissant des bureaux, on s'est dit que le télétravail allait tuer le bureau. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est dans un environnement un peu particulier, avec de l'inflation. Généralement, l'immobilier aime bien l'inflation, mais avec de l'inflation et des taux qui augmentent, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe et éventuellement d'apporter un éclairage sur, semble-t-il, soit des commerces, soit des bureaux qui semblent bien fonctionner. Ouais, et pour ça, il faut regarder alors, les transactions sur le marché physique, c'est ça, Jean-Marc. Et de ce point de vue-là, vous avez quelques exemples qui sont... Alors, la question étant de savoir si ces exemples sont anecdotiques ou s'il y a une réalité peut-être plus large derrière les exemples dont vous allez nous parler, Jean-Marc. Alors, ils sont peut-être anecdotiques ou alors ils ont été négociés avant l'augmentation des taux d'intérêt. Pour autant, c'est des exemples qui sont très récents. S'agissant des bureaux, une transaction a eu lieu il y a quelques jours. Donc, place Rio de Janeiro, c'est un immeuble entier de bureaux, évidemment paré de toutes les qualités, aussi bien en termes architectural et avec des très bons locataires. Donc, face au Parc Monceau à Paris, pour ceux qui ne sont pas face au Parc Monceau, forcément parisiens. Effectivement, c'est une très belle adresse, totalement rénovée. Donc ça s'est transacté. Généralement, on parle de temps de rendement à l'achat. C'est quel est le taux de rendement que procure le loyer, de la même façon que l'OAT 10 ans procure un rendement aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Le taux de rendement à l'achat, ça a cassé finalement les 3%. Normalement, les immeubles de bureaux à Paris, les meilleurs se transactent avec un taux de rendement de 3%. On est, je pense, sensiblement en dessous de 3%, et qui plus est avec des loyers qui sont très élevés. Et d'ailleurs, les loyers à Paris n'ont pas cessé d'augmenter pour les bonnes adresses depuis 2 ans. Donc, on peut imaginer un prix d'achat qui doit être aux alentours de 40 000 € le mètre carré. Wow. Donc, c'est un record. Même pour ce type d'immobilier, vous dites c'est très élevé. C'est très élevé. C'est très élevé. Le deuxième exemple, là, s'agissant des commerces, il y a eu une location qui a été signée récemment, donc Avenue Montaigne, c'est évidemment la crème de la crème en matière de rue commerçante, avec un chausseur qui s'appelle Jimmy Choo, qui est très chic, où là, donc le chausseur, le locataire, Jimmy Choo, paye 12 000 € par mètre carré et par an. C'est-à-dire qu'il paye tous les ans pendant 9 ans, plus que le prix moyen d'achat du mètre carré parisien, qui est actuellement aux alentours de 10 500 €. Mais j'ai même l'impression qu'il y a une forme d'exubérance quand vous me dites qu'on va payer par an en loyer au mètre carré plus cher que le prix d'acquisition du mètre carré. Alors, c'était déjà le cas avant la crise pandémique, sur les Champs-Élysées, Avenue Montaigne, mais on a retrouvé ces niveaux-là. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Alors, s'agissant des bureaux, il y a quand même... Paris est un marché d'offres et de demandes. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes de bureaux que d'offres. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sujet du télétravail, si vous voulez. Et le télétravail, alors je ne sais pas si tout le monde a en tête le célébrissime tweet d'Elon Musk d'il y a quelques jours, « Working from home is no longer acceptable ». Clairement, le télétravail, c'est quelque chose qui est très... il y a un prisme un peu... parisien, si vous voulez. Il faut savoir que le télétravail en province est très peu pratiqué. Et pour l'essentiel des entreprises françaises, qui sont des TPE et des PME, là aussi, le télétravail n'est pas très pratiqué. Et donc, le tweet d'Elon Musk, je pense, est un signal faible qui montre qu'il va y avoir un reflux du télétravail, ce qui, évidemment, tend à gonfler la demande pour les locaux parisiens. S'agissant des commerces, les commerces, finalement, on s'est bien rendu compte avec la pandémie que les commerces de proximité, les commerces qui sont à l'intérieur de la métropole ont finalement très bien traversé la pandémie. Plus de la moitié étaient ouverts et ont eu une utilité sociale pendant cette pandémie. Il y a eu évidemment le départ des touristes qui a
causé un grand coût aux commerçants. Et là, on voit bien, depuis quelques semaines, ceux tout le monde le dit, qui ont traversé Paris, notamment les week-ends ces dernières semaines, les commerçants sont revenus. Donc, quelque part... Les touristes. Et donc les commerçants sont contents. Oui. Et les commerçants reviennent aussi. Les touristes sont revenus. Donc, quelque part, si vous voulez, dans cet environnement un peu anxiogène d'inflation et de taux d'intérêt qui augmentent, malgré cela, on se rend compte que ce type d'investissement, aussi bien pour les bureaux bien placés que pour les commerces bien placés, ont du sens et portent de la valeur. Et d'ailleurs, lorsque les taux d'intérêt augmentent, qu'il y a de l'inflation, quelque part, il va y avoir... à constater une sorte de polarisation, c'est-à-dire que là où les investisseurs estiment qu'il y a moins de risques parce que l'emplacement est très bon et qu'on est sûr de trouver un locataire, on est sûr de trouver des touristes et des clients pour les commerçants, on a tendance à affecter moins de primes de risque. Ouais. En revanche, cette dispersion, pour les actifs qui sont un peu moins bien placés, on estime qu'il y a plus de risques et donc on va avoir un écartement de valeur. Ouais, une fragmentation des prix, en tout cas, entre les différents segments de marché immobilier. Parce que les exemples que vous avez cités, ça semble tellement hors de prix qu'on se demande même si ça en devient un bon investissement. Alors quand on est Jimmy Choo, effectivement, il y a une autre logique que simplement celle de l'investissement financier. Mais pour un particulier, je me dis, est-ce que c'est le bon moment d'aller sur ce type de segment immobilier à ces prix-là ? Je pense que celui qui a acheté les bureaux qui sont situés rue de Rio de Janeiro ne va pas l'acheter aujourd'hui pour le revendre dans un an. Non. C'est clairement un achat à long terme. L'immobilier, c'est souvent d'ailleurs un achat à long terme. L'immobilier protège aussi de l'inflation puisque, évidemment, les loyers sont indexés. Ouais. Et donc, voilà, finalement, quand on achète à long terme, le point d'entrée importe peu. Mais il est vrai que le point d'entrée, là, est quand même record. Ouais. Mais ça veut dire qu'il va falloir être effectivement de plus en plus sélectif, en tout cas. Oui, c'est ça. Il va y avoir une grande dispersion et il ne faut pas se tromper de segments sur lesquels on va vouloir être positionné. Il faut être très sélectif puisque, en fait, lorsque vous achetez de l'immobilier, vous voulez du rendement. Donc, vous voulez des locataires qui sont capables de vous payer des loyers, qui sont capables de vous payer les indexations des loyers en période inflationniste. Donc, vous voulez des locataires qui ont les moyens de le faire. Lorsque vous avez des actifs qui sont qualitatifs, vous avez aussi des locataires qui sont qualitatifs, qui eux-mêmes sont capables d'intégrer dans l'inflation, qui ont du pricing power dans leur prix, le coût de l'inflation. Toujours autant d'appétit. Enfin, l'épargnant français continue d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. On voit beaucoup de décollègues sur beaucoup de classes d'actifs, les plus risqués. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'immobilier ? Alors effectivement, on constate chez Sofidy une collecte de très bonne tenue. On a retrouvé et même dépassé les niveaux avant pandémique. Il faut, je pense, se rappeler que les Français, pendant la pandémie, ont beaucoup épargné. Ils ont fait de l'épargne de précaution. Aujourd'hui, pour consommer, c'est un peu compliqué, parce que cette épargne de précaution, on peut soit se consommer, soit investir à plus long terme. Et on constate que les épargnants français sont intéressés par l'immobilier. Quelque part, il y a ce réflexe pavlovien qui consiste à considérer que l'immobilier protège de l'inflation, ce qui est le cas, à nouveau, lorsque vous investissez dans des emplacements qui sont capables de porter cette indexation. Donc s'il y a de la collecte, ça veut dire qu'il va falloir déployer des investissements chez Sofidy et on trouve suffisamment de cet immobilier précisément de bonne tenue pour investir aujourd'hui. C'est très concurrentiel puisque les investisseurs ont tendance à aller vers les classes d'actifs les moins risquées, mais Sofidy, comme les autres acteurs de la pierre-papier, investissent maintenant depuis plus de 10 ans aussi à l'étranger. S'agissant de la France, l'investissement en immobilier tertiaire l'année dernière a beaucoup baissé par rapport aux belles années. Normalement, on est à 40 milliards en France et en 2021, on a fait 25 milliards. Donc, il y a un élément de rattrapage aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il n'y a pas de problème a priori pour investir cette collecte. Il faut juste être plus que jamais sélectif dans les actifs qu'on fait rentrer dans le portefeuille pour les épargnants. Très clair. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, un des leaders français, européens des SCPI, de la pierre-papier, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans Smart Bourse sur Bismart. Et
c'est François Jubin qui est avec nous, l'autre invité de cette édition de la mi-journée, le président de WiseAM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va se focaliser avec vous sur les marchés cotés, les marchés boursiers notamment. Un mot quand même peut-être de l'environnement, des risques qui ont déjà été intégrés, des risques qui sont peut-être encore devant nous. Bon, le sujet de l'inflation est un sujet permanent, très médiatisé aujourd'hui, mais du point de vue des investisseurs, le débat est tranché. C'est-à-dire, tout le monde a compris que l'inflation était là, qu'elle allait sans doute s'installer pour quelques temps, que les politiques monétaires allaient se normaliser, etc. Ça, c'est un débat d'une certaine manière qui est un peu passé pour les investisseurs. La question qui se pose désormais, c'est quelle va être la capacité de résistance des économies et des entreprises face à ce phénomène inflationniste. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, François ? Oui, tout à fait, parce que le premier, en fait, c'est une espèce de rasoir à deux lames. La première lame, c'était l'inflation avec son risque sur les taux d'intérêt des banques centrales. Et donc ça, effectivement, vous l'avez rappelé, ça a été pris en compte dans le marché et assez douloureusement sur certains thèmes d'investissement. Je pense aux valeurs de croissance, aux valeurs qui étaient les plus premium, qui ont souffert en fait de ce contexte-là. Et puis la deuxième lame, c'est que l'inflation, on le sait, ça joue sur le pouvoir d'achat, pour reprendre un terme qui a fait les gros titres. Oui, bien sûr, dans la campagne électorale. Mais économiquement parlant, effectivement, cette inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat. Le revenu réel aux États-Unis des salariés est en train de baisser depuis 6 mois. Voilà. Donc, il y a augmentation de salaire, mais moindre en dessous de l'inflation. Et donc, ça joue sur la consommation à venir. En tout cas, c'est ce que aujourd'hui, c'est ça qui nous inquiète. Ouais. Et on veut vraiment savoir ce qui se passe. Alors, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Donc, il va falloir attendre, malheureusement, il va falloir attendre sans doute le deuxième semestre pour voir les entreprises publier. Mais déjà, on peut noter que, paradoxalement, les entreprises européennes ont publié au premier trimestre des résultats exceptionnels et des résultats qui ont été revus à la hausse par les analystes depuis le début de l'année sur l'exercice 2022. Donc ça, c'est un sujet quand même assez paradoxal. On a un taux de marge pour les entreprises cotées. Alors, ce n'est pas l'ensemble de l'économie, mais c'est quand même un baromètre. Voilà. On a des taux de marge qui sont quasiment historiques. Oui, qui sont très élevés. Ouais. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend... le Nasdaq, par exemple, on a des taux de marge qui sont extrêmement élevés. Mais on a effectivement une profitabilité qui a été extrêmement bien maîtrisée pendant la période Covid. Alors, aidée par les pouvoirs publics, bien entendu, mais quand même, les entreprises ont montré qu'elles étaient agiles et qu'elles ont su s'adapter. Et donc, on voit que les résultats des entreprises sont revus, je parle des résultats attendus pour 2022, sont revenus à la hausse depuis le début de l'année. Donc, fille de l'Ukraine, fille de l'inflation, voilà. Est-ce que c'est rassurant, ou est-ce que le risque, c'est que ces niveaux de marge ne soient pas tenables à l'avenir, après une phase où... Effectivement, tout le monde avait un peu du pricing power parce qu'il y avait des soutiens ici et là, parce que l'épargne était conséquente, parce que la demande était là, se tenait bien, et que l'illusion nominale, comme on dit, c'est-à-dire que la perte de pouvoir d'achat n'était pas encore dans tous les esprits, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Oui, alors il y a des différences sectorielles. Parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde les actions européennes ou... pour prendre les 600 valeurs des actions européennes, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un gros contributeur dans les résultats, c'est le secteur pétrolier. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc on a les faits, il y a des gagnants, il y a des perdants, et puis il y a des gagnants qu'on n'attendait pas. C'est le secteur automobile, par exemple, qui a réussi à créer la surprise en ayant des taux de marge qui ont... il n'y avait pas d'offre. Donc, il y avait une demande qui était présente. On l'a bien expliqué. Justement, je trouve que l'exemple de l'automobile est intéressant. Parce qu'on n'avait pas d'approvisionnement en semi-conducteurs, le peu de semi-conducteurs qu'on avait, on l'a mis sur des produits à forte valeur ajoutée, et c'est ce qu'on a vendu en priorité. Et puis les rabais, vous n'avez pas de rabais maintenant. Non. Vous n'avez pas de rabais. Les loueurs de voitures font exactement la même chose.
Les prix ont énormément augmenté sur les locations de voitures. Donc, le secteur automobile a su tirer parti en fait de cet excès de demande par rapport à l'offre. Alors, est-ce que ça va être tenable? Alors, on a des analyses qui nous disent que maintenant on est arrivé à un niveau élevé et qui voient par exemple, sur le secteur pétrolier, des résultats en baisse pour l'exercice à venir. Mais d'autres secteurs vont être plus résilients. Et donc, aujourd'hui, on a des marchés qui ont intégré quand même la partie taux d'intérêt, on en a parlé, et puis qui ont commencé aussi à intégrer la partie croissance. L'impact de l'inflation sur la croissance et sur les bénéfices des entreprises. Donc aujourd'hui, ça se paye, le marché en global, ça se paye 15 fois. Je suis à 12, mes antisèches me disent 12,7 pour le stock 600. Le stock 600 pour 2022. Et puis le jeu du secteur pétrolier qui va voir ses résultats partir à la baisse, et puis d'autres secteurs qui vont être plus résilients, fait que globalement, on attend 6% de croissance pour 2023. C'est très peu. Donc, quelque part, on n'a peut-être pas intégré totalement les choses. On sait que les entreprises mettent du temps sans doute à réaliser le fait que l'activité est en train de ralentir. On va voir ce que vont nous réserver les publications trimestrielles du mois de juillet. Bon, aujourd'hui, 6% de performance économique attendu sur 2023, ce n'est pas des anticipations extrêmement folles. Donc, finalement, c'est peut-être pas le pire n'est peut-être pas. Alors, c'est ça. Le pire n'est peut-être pas certain. Voilà. Si effectivement une partie des risques est intégrée, il y a toujours des incertitudes sur l'avenir, mais une partie des risques est intégrée, est-ce que c'est le bon moment de garder la tête froide, de s'intéresser peut-être à des décisions d'investissement un peu stratégiques? Je le disais en introduction, c'est dans les phases un peu de pessimisme exacerbé que c'est souvent le bon moment de prendre des décisions, en espérant que ce soit les bonnes, évidemment, pour des investissements performants sur l'avenir. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours garder la tête froide. Oui. Ça c'est une certitude. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut se méfier d'une attitude qui consisterait de dire j'attends de voir une amélioration sur les résultats pour pouvoir investir. Parce que si on attend, ce sera trop tard. Donc finalement, c'est dans les eaux troubles qu'on trouve les meilleures affaires. Alors, les prix bougent avant les résultats. Les prix bougent avant les résultats. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Vous avez vu Netflix, Tesla qui a aussi pas mal corrigé. Donc il faut avoir du courage, il faut avoir de l'horizon devant soi. Et une fois qu'on a ça, en regardant quelques chiffres, on s'aperçoit que le marché a quand même aujourd'hui est assez intéressant. Qu'est-ce qui vous paraît opportun de faire? Alors évidemment, chacun a son profil de risque, son profil d'investissement et ses objectifs, mais quelles sont les quelques recommandations types, ou en tout cas quels sont les investissements types là, qui vous paraissent intéressants aujourd'hui? Alors nous, on a une approche très internationale. Et aujourd'hui, on a envie d'avoir sur la partie action, trois grosses idées. D'abord, il y a des secteurs qui sont quand même sur de la croissance installée. On pense à tout ce qui est énergie renouvelable. Et dans le solaire, par exemple, où on a des niveaux de valorisation qui sont tout à fait convenables et attractifs compte tenu de la perspective de croissance et qui ne cessent d'être révisés à la hausse cette fois. Et là, on comprend pourquoi. Il n'y a plus de bulle verte. Ça c'est terminé. D'accord, voilà, ça c'est terminé. En tout cas sur le solaire. Après, d'accord. Et puis après, il y a des secteurs de la technologie qui sont encore qui devraient être résilients. Alors, souvent dans la technologie, on pense au Nasdaq et dans le Nasdaq, on va avoir malheureusement un peu les méga caps qui aujourd'hui ne sont pas forcément que de la technologie. Non. Et puis les plateformes, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de sociétés plutôt mid-cap qui sont dans le secteur de la technologie, et biotech par exemple, qui ont des perspectives qui sont toujours
importante et qui, elle, devrait être résiliente par rapport à un cycle qui devrait se réduire. Et puis la Chine qui est quand même dans son cycle économique qui est quand même très très différente de ce que nous connaissons, parce qu'on n'a pas on n'a pas la même histoire en Chine qu'aux États-Unis et qu'en Europe. En Chine, la seule chose qui nous embête, c'est le zéro Covid. Voilà. Donc ce zéro Covid, il va y avoir une porte de sortie. On a eu déjà un allègement sur les contraintes sur Shanghai, c'était déjà un premier pas. Et on voit que depuis que tout ça se normalise, eh bien, le marché commence à reprendre. Et là, sur la Chine, on a à la fois des actions qui ne sont pas chères, parce qu'elles ont été fortement dépréciées tout au cours de l'année 2021 et 2022 également. Et puis, on a de la croissance sur ces entreprises qui devraient arriver. Et oui, et on peut spécifier un peu comment on investit en Chine aujourd'hui. Enfin, on peut investir de manière très globale, très générale, ou est-ce que c'est la tech chinoise, en l'occurrence, à laquelle vous faites référence La tech chinoise, le consommateur chinois. Ouais. Voilà, donc l'immobilier, évidemment, c'est pas le secteur sur lequel on a vraiment envie d'aller en Chine, mais voilà, donc il y a tout ce qui est lié à la consommation qui pourrait être consommation et technologie aussi. Qui sont deux thématiques assez fortes dans les investissements sur la Chine aujourd'hui. Ouais. Plus généralement, au-delà de la seule poche action, il y a des stratégies adaptées aujourd'hui. Est-ce que c'est le retour, par exemple, des stratégies flexibles, diversifiées Est-ce que ça fonctionne, là ça a parfois fonctionné. Il y a eu des années beaucoup plus compliquées qui ont généré pas mal de défiance de la part des clients vis-à-vis de ces stratégies. Est-ce que là aussi, il y a une forme de retour en grâce de la part des gestions de retour absolu, comme on dit Alors, sur la gestion flexible, chaque cas est particulier. Ouais. Et les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Et on trouve des grands écarts de performance. Oui. Ouais. Et par contre, ce qui nous semble intéressant dans la gestion active, c'est des gestions très techniques qui sont des gestions d'arbitrage sur des niches, sur des secteurs de marché, sur des approches de marché où on est toujours dans une logique. J'achète un titre qui est sous-évalué et je vends un titre qui est surévalué. Ouais. Et l'idée, c'est je bénéficie de la performance relative et non pas de l'évolution globale des marchés. Et ça, dans un contexte où, malgré une hausse des taux qui nous a amené des OAT à 10 ans, à 1,5 en France, sur le 10 ans français, sur le 10 ans français, eh bien aujourd'hui, ce 10 ans français, il est à -8, -9 depuis le début de l'année en termes de performance, mais avec 1,5 de rendement attendu, on ne va pas aller chercher, on ne va pas continuer à aller là-dedans. Donc, dans une alternative aux stratégies obligataires, des gestions dites absolute return, très axées, très techniques, très axées sur l'arbitrage, pour peu qu'on les diversifie comme il faut, eh bien, on peut réussir à faire des choses qui vont permettre de temporiser. En attendant un jour de revenir peut-être sur l'obligataire, une fois que les taux seront stabilisés. C'est ça le schéma qu'on a en tête. Merci beaucoup à vous deux, François Jubin qui était avec nous, le président de Wise AM, et je le rappelle, Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, les deux invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.